Je vais demander au docteur Frey et au docteur Fillard, le docteur en médecine Alain Frey, responsable du service médical de l'INSEP, et le docteur Fillard, docteur en sciences, de nous parler de la cryothérapie dans la récupération des sports collectifs. Bon Gérard, merci déjà pour ton invitation et notre participation à l'élaboration de ce magnifique programme que tu nous as proposé. Tu remarqueras, on a essayé d'être... le handball est un sport d'équipe, donc on a essayé d'être équipe. On ne vient pas tout seul présenter. on va essayer de bien le faire et de se coordonner, puisqu'il faut se coordonner dans l'équipe. En 15 minutes. En 15 minutes, chacun... voilà. Donc... le petit bouton vert. Alors, touc, petit bouton vert. Commence bien. Le gros bouton vert. Gros bouton vert. Celui-là ? Voilà, c'est bon. Voilà. Donc, on va vous parler un peu des différentes cryothérapies en pratique sportive. La cryothérapie en récupération et les protocoles qu'on essaye de mettre en place, nous, à l'INSEP. Donc rapidement, on a un certain nombre de sportifs que l'on suit à l'INSEP et on a la chance d'avoir, entre autres, le handball qui vient nous voir régulièrement avec ses différentes équipes où on peut faire aussi bien du suivi avec eux que de la récupération, notamment lors de matchs et entre différentes compétitions. Le pôle médical, rapidement, on est un certain nombre de personnes à travailler sur ce pôle médical et assurer un certain nombre de fonctions, et notamment la dernière en bas, sur tout ce qui est la partie prévention, soins, récupération, qui se déroule principalement dans le service de kinésithérapie. Alors, quel cryo en pratique sportive? Ça, vous les connaissez, on va aller assez vite. Vous avez à gauche donc la vessie de glace classique applicable sur le terrain, les poches de gel, qui vont être appliquées entre 15, 20, 30 minutes en essayant d'éviter de brûler la peau. Vous avez des autres systèmes avec des poches de gel compressives, comme vous l'avez au milieu, pareil, avec des applications entre 20 et 30 minutes. Vous avez des systèmes de froid circulant compressif qu'on peut appliquer de manière intermittente, de manière à éviter de faire des garrots également à l'endroit des membres où on l'applique, sur des temps voisinant entre 15 et 30 minutes également, pour des températures cutanées mesurées plusieurs fois sur des dispositifs ad hoc qui peuvent diminuer donc à 10-15 degrés en température cutanée. D'autres systèmes de cryothérapie locale par convection, donc la cryothérapie gazeuse, hyperbare, vous en avez là les différents chiffres qui vous permettent de travailler localement et de faire baisser donc la température cutanée. Vous avez les sprays cryogènes classiques que vous connaissez, et les cryothérapies par air froid pulsé qui vous permettent d'obtenir des températures cutanées assez basses qui peuvent descendre jusqu'à 6 à 10 degrés en température cutanée. D'autres formes de cryothérapie, les bains froids, donc avec une immersion qui va être totale quand le sujet est capable de le faire, ou subtotale quand le sujet ne veut y mettre que les membres inférieurs, parce qu'il faut y rentrer dans ces bains froids qui se baladent aux alentours de 8 à 10 degrés et y tenir pendant quelques minutes, en moyenne 5 minutes à peu près. D'autres systèmes sont utilisés, notamment en récupération entre deux épreuves, par exemple comme les cryovestes qu'on peut utiliser, mais qui nécessitent tout un appareillage à côté, à savoir que cette cryoveste est remplie de différentes poches qui vont être mises dans les réfrigérateurs, qu'il faut à chaque fois ressortir, remettre. Il ne s'agit pas de mettre la veste complète dans le réfrigérateur, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc il y a tout un petit système qu'il faut utiliser. Alors, parmi les techniques de cryothérapie, qui se revendiquent de la cryothérapie corps entier, il en existe de deux sortes. Les systèmes qui utilisent de l'électricité et d'autres qui utilisent de l'azote. Donc vous avez ici des systèmes à 1 pièce, 2 pièces, voire 3 pièces. À l'INSEP, nous avons 3 pièces. Et vous avez aussi d'autres systèmes qui utilisent de l'azote ou de l'air liquéfié, principalement dans les pays d'Europe du Nord, je pense à la Pologne, c'est des photos qu'on a prises en Pologne.
Donc tout ça, ce sont des cryocorps entiers que vous verrez dans la littérature appelés WBC. Et puis vous avez aussi d'autres systèmes qui ont été utilisés notamment sur le Tour de France, qui sont donc des systèmes avec de cryosauna, où vous avez donc de l'azote gazeux qui est inséré dans ce cylindre. Et donc la particularité, c'est que le corps n'est pas complètement immergé. Donc il est important, à mon avis, de faire la distinction entre cryocorps partiel et cryocorps entier. Alors, à l'INSEP, nous sommes équipés depuis 2009. On a des systèmes électriques. Initialement, donc, on avait été équipés pour les sportifs de haut niveau, et puis on a été progressivement sollicité par des patients extérieurs atteints de pathologies rhumatismales. On a un recul d'environ 30 000 expositions, et cette cryothérapie est intégrée au département médical et encadrée par des professionnels de santé. On insiste sur ce principe parce qu'aujourd'hui, on entend beaucoup de choses dans la presse avec des personnes qui n'ont pas forcément, à mon sens, les compétences pour encadrer ces techniques. Chez nous, donc, Alain vous en parlera un peu plus loin, on a un bilan médical qui est réalisé avant la première séance. Comment cela se passe? Voilà la tenue donc, pour une séance de cryothérapie corps entier. Dans une séance de cryo, en fait, on va être exposé pendant 3 minutes à un froid très intense. 3 minutes, c'est généralement le temps qui est informé dans la littérature. C'est une exposition qui est très brève, à un froid très intense, puisqu'on arrive jusqu'à moins 110 degrés, voire moins 120 degrés. On va exposer la plus grande surface du corps possible à ce froid intense. Et comme vous le voyez, donc, on va être équipé d'un bandeau, d'un masque, de gants, de chaussettes sèches, de sabots. Les filles ont une brassière et nous, les hommes, nous sommes torse nu. Qu'est-ce qui se passe lorsque nous sommes exposés à ce froid intense? Eh bien, nous avons donc ce qu'on appelle un choc thermique. Nous sommes des homéothermes et donc on va chercher naturellement à conserver cette température interne à 37 degrés. Et donc le corps va générer des mécanismes de la thermogénèse pour vaincre et essayer de battre ce froid. Donc les thermorécepteurs donc, vont informer l'hypothalamus alors vous avez cette boucle qui est mentionnée ici avec d'un côté la thermogénèse et de l'autre côté la thermolyse. Donc les informations vont monter au niveau de l'hypothalamus et vont déclencher les mécanismes de la thermogénèse que l'on connaît, donc frisson musculaire, horripilation, vasoconstriction périphérique. Ce choc thermique, comme vous le voyez ici, il est intense. On a une température cutanée de 32-33 degrés en fonction des personnes. Eh bien, alors je parle de cutanée, hein, au niveau du département de la recherche, on avait ingéré des gélules pour voir un peu ce que ça donnait en interne. Ça ne bouge pas en interne, mis à part l'erreur de la mesure, mais en fait, il n'y a aucun problème. Donc, on est à 32 degrés. On peut descendre cette jeune fille à 5 degrés et vous voyez qu'au bout de 30 minutes, elle va retrouver sa température initiale. C'est ce choc thermique qui va générer différents effets, à la fois un effet anti-inflammatoire par la baisse de la température cutanée, un effet antalgique, et donc cette vasoconstriction suivie d'une vasodilatation qui va donc permettre d'améliorer en fait tout ce qui est déchets liés à la pratique musculaire. Je vous ai mis ce graphique ici pour vous montrer ce sportif que vous connaissez, puisqu'il va il est peut-être sur le terrain à l'heure actuelle. Et Cédric Sorendo donc, est passé en cryo corps partiel le même jour et en cryo corps entier. Vous voyez quand même, dans la littérature, lorsqu'on dit que c'est différent, je pense qu'on a une vraie explication thermique. On voit que pour lui, il a du mal déjà à rentrer les bras à l'intérieur du cylindre. Et on voit aussi là que, ma foi, en termes de température et d'homogénéité, on n'est pas tout à fait dans les mêmes situations. À toi, Alain, sur les indications. Donc pour la cryothérapie corps entier, il y a un certain nombre d'indications. Il est vrai que pour se baser essentiellement sur les sportifs de haut niveau, on les utilise dans différentes indications, à savoir la récupération, bien sûr. Ensuite, on les utilise dans les pathologies inflammatoires chez les sportifs de haut niveau et c'est inclus dans tout le travail que l'on effectue en rééducation. Donc, c'est associé à et non pas utilisé seul. Donc après, c'est difficile de faire la part des choses sur l'interaction de ces séances de cryothérapie qui ponctuent tout le travail de rééducation effectué dans les pathologies inflammatoires. En dehors de ça, Jean-Robert vous l'a dit, on a un certain nombre de pathologies sur lesquelles on a des résultats, mais qui sont en fait qu'une succession de cas, puisque pour l'instant, il y a peu ou pas d'études, entre guillemets, randomisées en double aveugle. Vous voyez que c'est un peu compliqué de faire du double aveugle pour rentrer dans des chambres, en exposant les jambes à du moins 110 degrés.
concernant les maladies inflammatoires. On a des retours qui sont effectivement assez positifs chez certaines personnes et qu'on va donc, on va pas tarder cette année, en 2017, à essayer de faire une véritable étude sur l'impact de la cryothérapie, notamment dans la fameuse maladie de la spondylarthrite ankylosante. Il y a des contre-indications à connaître, on vous a montré le choc thermique, donc il est évident que ça nécessite systématiquement, avant de rentrer dans une chambre de cryothérapie corps entier, de s'assurer que l'état de l'individu est bien. Alors chez nos sportifs de haut niveau, on va dire heureusement, a priori je n'ai aucun de tous ces éléments-là. Il faut quand même s'assurer, nous, chez nos sportifs de haut niveau, qu'il n'y ait pas de grosses plaies qui nécessiteraient de les protéger avant de rentrer dans la cryothérapie, entre autres, et qu'ils ne rentrent pas dans la cryothérapie à moitié humide, sinon ils vont s'en souvenir. Il y a des contre-indications relatives, je vous les ai listées ici, et il y a ce qu'on appelle donc toute une fiche avec un bilan médical qu'on fait avant, qui nécessite ensuite la délivrance d'un certificat médical et un consentement éclairé du sportif. Avec ça, avec la Société française de médecine et de l'exercice du sport, on avait effectivement mis en place un principe de précaution qui est de dire chez les mineurs, on ne le fait pas parce qu'on ne sait pas ce que donne la cryothérapie corps entier appliquée régulièrement sur les cartilages de croissance. Alors vous allez nous dire, nous à l'INSEP, on est un peu embêtés parce qu'entre autres sur les populations dites gymnastes, qui vont rentrer à 18 ans, qui n'ont pas fini leur croissance, mais dès lors qu'on a dit c'est passé 18 ans, on les fait rentrer quand même. Bon, à ce jour, on n'a pas de souci particulier. Mais toujours est-il que, pour l'instant, tous les mineurs qu'on a à l'INSEP ne rentrent pas dans les chambres de cryothérapie. Ce qu'on appelle le principe de précaution, qu'on pourra peut-être rediscuter plus tard, mais en tout cas, pour l'instant, nous l'appliquons. Donc ça se développe de plus en plus en France, le froid polonais, norvégien et tout nous rattrape progressivement, surtout en ce moment. Et donc il y a de plus en plus d'endroits en France où les gens s'équipent. Et là on vous a colligé simplement les principaux sites de cryothérapie en corps entier récemment. Voilà. Au niveau des statistiques, donc comme on vous l'a dit, on a un certain nombre de populations, alors majoritairement nos sportifs de haut niveau évidemment, avec des proportions sur les sportifs extérieurs et des patients extérieurs. Donc tout ça pour vous dire qu'on commence à avoir effectivement une expérience, que les sportifs de haut niveau nous le demandent régulièrement en récupération, notamment après des séances intensives d'entraînement, surtout quand elle va être répétée dans la semaine. Alors après, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est juste le rôle de la cryothérapie avec le choc thermique ou est-ce que ça joue aussi sur, et c'est un autre domaine qu'on est en train d'explorer, sur la qualité du sommeil, on vous en parlera après. Nous allons enchaîner sur les différents travaux scientifiques qui ont pu avoir lieu à l'INSEP. Du fait du temps très court que nous avons sélectionné plutôt les travaux réalisés en relation avec le département de la recherche de l'INSEP. Et là, je voudrais associer notamment Christophe Ozirtz, François Bieuzen, qui ne sont plus à l'INSEP pour le moment, Julien Louis, puis Yann Lemeur aussi, qui est présent et qui parlera tout à l'heure de son expérience à Monaco. Donc il y a eu des travaux de synthèse qui ont été publiés, notamment dans Sciences et Sport, mais on a aussi un travail qui a été fait intéressant au niveau de la récupération et notamment des fiches pratiques à destination des sportifs de l'INSEP. Et dans ces fiches pratiques, en fait, c'était un peu quelque chose de très, très opérationnel. On a mentionné pour qui, pourquoi, comment. En fait, le sportif a des panneaux qui lui permettent de pouvoir savoir quand il fait sa séance, quel est le protocole, quelles sont les contre-indications. D'autres travaux donc, ont été réalisés notamment en relation avec le ministère des Sports. Donc 2 travaux de recherche qui ont été rendus, donc ont été même financés par le ministère des Sports. Et puis d'autres travaux, notamment donc en 2011, où il y a eu un travail qui a été fait sur la récupération de la force maximale volontaire. Et donc on se rend compte notamment ici qu'une heure après une séance de cryo, les sportifs sont capables de récupérer cette force maximale volontaire, alors qu'avec une situation avec des infrarouges longs, en fait, il faut attendre 24 heures. Sur les dommages musculaires, on voit aussi qu'il y a au niveau des DOMS donc des résultats très intéressants post-cryo. On a aussi une fatigue subjective qui diminue et un bien-être qui augmente. Donc là aussi, on peut considérer que la cryothérapie a des effets assez positifs sur le ressenti.
Un autre travail publié en 2011, où là, on était sur une course simulée. Donc là, on a travaillé sur la modification des médiateurs de l'inflammation. On voit qu'au niveau des interleukines, il y a donc des modifications au niveau IL1RA dès la première utilisation. Et on voit qu'il y a une baisse de la CRP qui est 3 fois plus basse ici que la situation sans cryothérapie corps entier. Un autre travail donc, qui a été fait sur les effets thermiques notamment, où là on reprend un peu la photo que nous avons vue tout à l'heure pour Cédric Sorendo, et on voit que le refroidissement est bien moins important dans la CCP, donc cryocorps partiel, par rapport à la CCE, et on a quand même une influence plus marquée du système nerveux autonome en CCE. 2015, une autre publication qui a été réalisée donc, avec les aspects de la tête à l'intérieur ou non à l'intérieur. Et on voit donc que sur 10 sujets donc, avec de la cryocorps entier, cryocorps partiel, eh bien, on a les deux techniques stimulent le système nerveux autonome, mais avec un avantage, on va dire une prédominance pour le système corps entier. Je terminerai par ce travail qui a été fait sur CCE et sommeil, où donc, ça c'est un travail qui a été fait avec Yann sur des nageuses synchro, et on voit donc on a une amélioration de la qualité du sommeil durant la nuit, donc là ils avaient utilisé des ActiWatch, on a une réduction de la température corporelle, et donc on peut considérer qu'il y a un intérêt intéressant sur la récupération post-effort, donc on a aussi une limitation des signes de surmenage. La limite, Alain vous en a parlé, il y a une méta-analyse qui a été faite donc, par notre collègue François avec notre ami Costello, qui montre que finalement, c'est un peu moyen au niveau des dommages musculaires lorsqu'on est sur des études éligibles aux critères Cochrane, que la qualité donc, des travaux devrait être perfectionnée et que malgré tout, il y a des légers effets sur les dommages musculaires. Alors, c'est toujours moi, c'est vrai. Les protocoles qu'on utilise à l'INSEP, eh bien, en fait, on a 3 types de protocoles. J'ai mis de côté le protocole qui est proposé aux patients extérieurs. Donc, les sportifs sont en soins. Alors, je vois que Gérard sourit un petit peu, donc j'ai changé la photo hier soir pour montrer qu'on ne s'occupe pas que des garçons. Donc, ce sont des filles de l'équipe de France qui sont passées récemment. C'est terminé. Et puis donc, quand est-ce que l'on fait ces séances? Eh bien, souvent, lorsque les équipes passent, en fait, c'est du one-shot. Et donc, les sportifs, puisqu'on ne va pas avoir l'occasion de les voir, je vous les ai mis ici, donc sont venus la semaine dernière. Donc, ils ont bénéficié à la fois de la cryo, mais aussi de système d'hydrogel. Donc, on les allonge pendant 15 minutes sur des lits d'eau. Et puis ensuite, on va utiliser donc les bains froids et les bains chauds, donc le contrast cooling. Donc ça, c'est le protocole qui est vécu par l'équipe, qui a été vécu, puis qui sera peut-être revécu mercredi prochain en fonction du match de ce soir. Qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Ça, c'est toi la dernière. Alors pour finir, la récupération, donc on vous a montré cette partie-ci. Les orateurs suivants vont continuer, puisque tout ça s'intègre dans un processus de récupération globale. La cryothérapie peut en faire partie, mais n'est pas seule. Et vous avez donc effectivement tous les autres, le facteur nutrition, le facteur hydratation, le facteur sommeil, on vous en a parlé, même si la cryothérapie corps entier pourrait, je le laisse pour l'instant au conditionnel, agir sur cette qualité du sommeil. Et je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Jean-Robert et à Alain. Bonheur ou surtout la difficulté de conclure ce congrès. Je la remercie d'avoir attendu et on devrait pouvoir passer. Voilà, merci. Alors, bonsoir à tous. Donc effectivement, j'ai la lourde tâche de vous présenter mon travail à la fin de ce congrès. Contrairement à mes prédécesseurs, je ne vais pas aborder la récupération, mais plutôt un travail sur la prévention qui finalement est assez transversal par rapport à tout ce qui a été dit aujourd'hui sur les blessures au niveau de la prévention au niveau des genoux ou des épaules. Alors je voudrais remercier les organisateurs de m'avoir permis de présenter ce travail qui a été initié par la commission médicale de la Fédération française de handball
et pour lequel j'ai été dirigée par le docteur Christophe Guégan. Alors, je ne vais pas vous faire l'affront de répéter encore une fois que le handball fait partie des sports collectifs à haut risque de blessure, avec comme préoccupation de la part de la commission médicale de la Fédération française de handball la fréquence d'atteinte du ligament croisé et la précocité des atteintes des épaules au sein de leur pôle espoir. Mais avant de pouvoir mettre en place un programme de prévention, il est nécessaire de connaître le contexte d'intervention. Ce n'était pas un concept de mon fait, c'est un concept qui a été développé par Finch dans son modèle TRIP, Translating Research into Injury Prevention and Practice Framework, et dont je me suis un peu inspirée pour développer ce travail. Donc en fait, les objectifs étaient de décrire la population des jeunes joueurs des pôles espoirs de handball français, d'évaluer leur perception des blessures et d'évaluer leur perception de la prévention. Pour cela, ils ont répondu à un questionnaire qui était auto-administré, et ce questionnaire a donc été distribué à l'ensemble des pôles espoirs en France, donc à tous les joueurs qui étaient inscrits au cours de l'année scolaire 2014-2015. Ces joueurs et joueuses étaient âgés de 13 à 18 ans. Alors, tout d'abord, les résultats concernant notre population. Donc, déjà un mot sur le taux de participation était satisfaisant avec un taux de participation de 72,3%. Ça représentait l'exploitation de 708 questionnaires et cela représentait les 3/4 des pôles espoirs sur l'ensemble du territoire français. En termes de description de notre population, donc la moyenne d'âge était de 15 ans et 8 mois. Il y avait une majorité de filles, comme vous pouvez le voir. La répartition sur les années de pôle était décroissante, avec un peu moins de 3e et 4e année. Alors pour des besoins statistiques, les 3e années et les 4e années ont été regroupées, tout comme concernant le niveau de jeu, les joueurs et joueuses évoluant au niveau départemental et au niveau régional ont été également regroupés pour pouvoir les comparer au niveau national. Donc vous voyez qu'il y avait une majorité de joueurs et joueuses évoluant au niveau national. Et ce questionnaire nous a permis de retrouver que 78,4% des répondants déclaraient au moins un antécédent de blessure, avec une augmentation de la déclaration de ces antécédents au fur et à mesure du cursus. Les localisations de ces antécédents donc, qui étaient déclarés concernent, donc vous voyez, essentiellement la cheville, le genou et l'épaule, en tout cas dans les 3 premières localisations. Lorsque j'ai effectué une comparaison de groupes selon le sexe, j'ai retrouvé une plus forte proportion de déclarations de localisation au genou chez les filles. Elles déclaraient 1,5 fois plus d'atteinte des genoux et 2,7 fois plus d'atteinte de la tête et du cou, toujours chez les filles. Chez les garçons, par contre, c'était la hanche et le poignet qui étaient le plus représentés. Concernant nos interrogations sur le temps de l'arrêt sportif, 85,7% des joueurs déclaraient maintenir une activité pendant l'arrêt, avec des déclarations de ce maintien d'activité plus importantes chez les dernières années, à hauteur de 91,9%, contre 71,7% chez les premières années. Il y avait également un maintien plus important d'activité physique au cours de l'arrêt sportif chez les joueurs évoluant au niveau national, à hauteur de 87,8%, contre 79,6%. L'arrêt sportif a été décrit comme difficile ou très difficile par 40,2% d'entre eux, et 68,2% d'entre eux ont déclaré avoir des conséquences à la suite de cet arrêt, qui étaient des conséquences ayant attrait au ralentissement de la progression et à la diminution des performances individuelles essentiellement. Concernant l'aménagement à la reprise, 55,6% des joueurs et joueuses qui ont répondu ont déclaré avoir bénéficié d'un aménagement. Il n'y avait pas de différence selon les groupes. Concernant les difficultés exprimées à la reprise, cela concernait 70,8% des joueurs interrogés, avec une plus forte déclaration de difficultés par les filles, à hauteur de 76,2% contre 64% pour les garçons,
et plus de difficultés également chez les dernières années, à hauteur de 76,4% contre 57,1% pour les premières années. La pratique de la prévention à l'entraînement était retrouvée à hauteur de 95%, dont 64,3% déclaraient pratiquer systématiquement et 54,1% pratiquaient pendant moins de 10 minutes. Il y avait 56,5% de nos répondants qui déclaraient pratiquer des exercices de prévention en autonomie, sur les conseils tout d'abord du kiné, puis de l'entraîneur et seulement en troisième position du médecin. Le groupe qui avait déclaré des antécédents déclarait également pratiquer plus d'exercices de prévention en autonomie que le groupe sans antécédents, à hauteur de 58,4% contre 49,4%. Concernant la perception des blessures, alors sont représentées sur ce graphique les réponses aux questions « Selon vous, quelles sont les blessures les plus fréquentes, les plus graves, ayant un impact sur la santé future ?» On voit que les joueurs identifient donc l'entorse de cheville comme la plus fréquente, l'entorse de genou comme la plus grave et les problèmes de dos comme ayant un impact sur la santé future. Ce que l'on peut également dire au sujet de l'entorse de cheville, c'est qu'effectivement, elle est déclarée comme fréquente, mais par contre, on constate qu'il n'y a pas de notion de gravité ni d'impact sur la santé future dans l'esprit des joueurs qui banalisent, je pense, un peu cette blessure. Si l'on regarde un peu au niveau des comparaisons de groupes, notamment ici selon le sexe, à la question « Selon vous, quelles sont les blessures les plus fréquentes ?», l'on constate que les filles répondent plus que les garçons qu'il s'agit de l'entorse de genou. Il y a un rapport de 2 pour 1 dans les réponses sur le genou. Et par contre, les garçons, eux, identifient plus que les filles que les maladies de croissance sont fréquentes. Si l'on regarde les réponses à la question « Selon vous, quelles sont les blessures les plus graves ?», selon l'année de pôle, ce qu'il est intéressant de voir sur ce graphique, c'est que la proportion de réponses blessures musculaires diminue avec l'année de pôle, alors que la proportion de réponses blessures d'épaule, à l'inverse, augmente. La question concernant le type de blessure pour laquelle la prévention était considérée comme utile nous apprend donc que les joueurs interrogés considèrent qu'il s'agit en premier lieu de l'entorse de cheville, de l'entorse de genou, puis des blessures d'épaule. Il y avait une petite différence selon le sexe, à savoir que les filles identifiaient un peu plus l'entorse de genou et que les garçons, à nouveau, identifiaient un peu plus les maladies de croissance. Concernant la question sur le travail spécifique qui est associé à la prévention, l'on constate que les joueurs interrogés identifient clairement la proprioception comme mesure préventive, puis viennent les étirements et le renforcement musculaire des épaules donc sur le podium des réponses. À nouveau, il y avait une différence selon le sexe, avec une proportion de réponses renforcement musculaire des ischio-jambiers plus forte chez les filles, presque un rapport de 2 pour 1 à nouveau, et une proportion de réponses étirement plus importante chez les garçons. Alors, que pouvons-nous dire tout d'abord sur notre population ? Donc, l'on constate beaucoup de déclarations d'antécédents de blessures qui concordent finalement avec les données de la littérature et l'incidence élevée retrouvée concernant les blessures dans le handball. Les localisations sont également équivalentes à la littérature. Concernant les difficultés à la reprise, nous pouvons nous demander si c'est lié à l'absence d'aménagement de l'entraînement, car nous avons vu que seulement 55,6% des joueurs déclaraient avoir bénéficié d'un aménagement de l'entraînement. Mais est-ce une réelle absence d'aménagement ? Est-ce que nos joueurs ont bien compris la question ? Ou éventuellement, est-ce qu'ils comprennent lorsqu'ils bénéficient d'un aménagement d'entraînement ? Je pense que oui. Autre peut-être notion dans ces difficultés à la reprise, celle d'une tendance socio-culturelle, notamment pour expliquer la différence entre les filles et les garçons. Des études tentent à démontrer que les filles sont plus enclines à parler de leurs blessures, alors qu'au contraire, les garçons le sont plus à les dissimuler. Donc la question pourrait également se poser pour cette notion d'expression de la difficulté. D'autre part, notamment concernant les différences selon l'année de pôle, on peut se poser la question de l'effet de contexte, puisqu'il faut savoir que donc, le questionnaire était rempli individuellement, mais au cours d'une session d'entraînement
en groupe. Alors est-ce que les premières années qui ont déclaré moins de difficultés n'ont pas voulu montrer aux dernières années qu'ils rencontraient des difficultés, ou alors est-ce l'expression des dernières années, donc arrivées en fin de cursus, qui ont de plus en plus de mal à reprendre après une blessure? Concernant la pratique de la prévention qui est affirmée par le plus grand nombre, on peut se poser à nouveau la question de l'effet de contexte. Concernant les résultats sur la perception des blessures, donc les blessures citées comme les plus fréquentes sont finalement les blessures les plus fréquemment citées dans les antécédents. Donc les joueurs font appel à leur expérience pour répondre à cette question. Concernant les blessures les plus graves, donc l'entorse de genou est clairement identifiée. Par contre, les différences, notamment selon l'année de pôle, pourraient être liées peut-être à l'effet des croyances de la population générale, à savoir que les premières années seraient plus influencées par effectivement les croyances via les médias, et peut-être qui donneraient une image plus grave des blessures musculaires. La même question peut se poser sur les réponses aux questions. Selon vous, quelles sont les blessures ayant un impact sur la santé future, où ont été cités les problèmes de dos et les maladies de croissance? Concernant la perception de la prévention, l'utilité perçue de la prévention pour tel ou tel type de blessure est différente selon le sexe. Alors c'est difficile de comprendre pourquoi. Est-ce à nouveau à cause des antécédents, à savoir que les filles qui déclarent plus de blessures au genou, y verraient plus une utilité sur les blessures au genou? C'est peut-être effectivement la raison. Concernant les exercices associés à la prévention, on voit à nouveau le problème de la transposition des connaissances scientifiques au milieu sportif, avec toujours des étirements qui sont plébiscités. Donc, en conclusion, à ce travail, nous constatons de nombreux antécédents déclarés qui nécessiteraient des études épidémiologiques de grande ampleur sur les pôles espoirs. D'autre part, il existe des lacunes dans les connaissances, notamment des premières années, qui nécessiteraient une information et une sensibilisation orientée pour ce public. Et enfin, la différence de perception suggère qu'il faut adapter les messages de prévention au public visé, probablement en termes de contenu, mais aussi de forme. Et pour finir, en perspective, je pense qu'il faut promouvoir une réelle pratique autonome de la prévention, où le médecin aurait un rôle important dans le suivi médical régulier, dans l'identification des facteurs de risque, dans les conseils qu'il faut donner aux sportifs pour conduire, donc, à mon point numéro 2, à une véritable éducation, à une préparation physique préventive, expliquer donc ces facteurs de risque aux sportifs, lui donner l'ensemble des mesures qu'il peut mettre en place par lui-même. Et enfin, par rapport aux difficultés qui sont exprimées, notamment par rapport à l'arrêt sportif, je pense qu'il faut aider les jeunes à investir leur temps d'arrêt, l'investissement dans la lutte contre le déconditionnement bien sûr, mais également éventuellement dans le développement de nouvelles compétences, ou en tout cas de compétences qu'ils n'ont pas le temps de développer hors temps d'arrêt sportif. Je vous remercie de votre attention. Je remercie beaucoup Anne-Lise d'avoir là. Je vous invite, tous ceux qui sont là recevront une médaille à la sortie pour avoir tenu le coup. On a repéré là quelques personnes de la fédération, ont noté, et vous inquiétez pas, vous serez avantagés par rapport à tous les autres qui nous ont lâchement abandonnés. Vous serez dans les premiers à avoir de toute façon l'information, mais je ne voulais pas le dire avant parce que peut-être qu'il y aurait un peu moins de monde. L'ensemble du congrès sera disponible pour vous directement par un lien internet par rapport au site du congrès. C'est-à-dire que pour la fin de week-end, vous pouvez revivre par exemple toute la journée de vendredi ou de samedi, puisque tout a été filmé. Et la seule chose, c'est que ça vous fera un petit peu apprendre un peu plus l'anglais peut-être, parce qu'il n'y aura pas encore les sous-titres. Voilà. Et ensuite, tous les documents seront aussi abstracts, etc., seront mis en ligne et seront disponibles simplement pour les personnes qui ont assisté à ce congrès avec des systèmes de code. Voilà. Mais on tenait d'abord à vous remercier au nom de la fédération. Vous avez vu quelque part, il devait y avoir Philippe Banin, mais effectivement, il y a un match qui devient plus facile pour l'équipe de France là, mais qui a été très difficile au début. Donc, je vous remercie, vous, d'être là, à tout le monde, aux intervenants.
qui sont venus, je pense particulièrement à Grete ou au docteur Anderson, qui m'ont dit tout de suite oui pour venir au niveau du congrès. Et pour nous, c'est honorer le congrès, le premier congrès français par rapport au handball, d'avoir des gens de référence. Je remercie encore beaucoup Philippe Landreau, Aspetar, de nous avoir aidés sur la construction du congrès qui a été un peu difficile et vraiment sur les dernières minutes, on va dire pratiquement les dernières semaines, Philippe, c'était plus que difficile. Voilà, 200-220 personnes pour notre premier congrès, avec une moyenne là, dans la salle de 120 à 150 personnes. Je pense que, ou j'espère surtout, qu'on vous a apporté un certain nombre d'informations. Je pense qu'on a commencé à échanger avec d'autres nations. Je pense que c'est bien par rapport à la médecine du handball, par rapport à ce sport qui en France est quelque chose d'important. Important pour la vie d'un certain nombre de médicaux là, français, dont la mienne, puisque ça fait plus de 25 ans que j'exerce au sein de la Fédération française de handball. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Merci beaucoup, bonne soirée et à très bientôt, puisque je pense qu'on renouvellera ça dans quelques temps. Voilà, merci.